Historiquement, nos villes, villages et hameaux se sont construits de façon relativement dense, avec des constructions compactes, une urbanisation resserrée, des ruelles étroites. Il s'agissait en effet de se regrouper pour mieux se protéger, pour mutualiser les espaces et les ressources, pour vivre ensemble ou encore pour limiter les déplacements. Cette urbanisation mutait progressivement au fil du temps, plus en se reconstruisant sur elle-même qu'en s'étalant de façon diffuse. Aussi, nos noyaux villageois et nos centres historiques sont des espaces souvent denses, associés généralement à une valeur patrimoniale reconnue. L'ère industrielle a entraîné un exode rural important, attirant de plus en plus d'habitants dans les villes et provoquant une extension de l'urbanisation autour des centres historiques. Ce phénomène s'est accéléré sur la deuxième moitié du XXe siècle, avec le développement des routes, la motorisation des ménages, la production massive de logements après-guerre et les politiques d'accession à la propriété des Trente Glorieuses. Ce développement amplifié sur une période courte a donné lieu à des incohérences ou des dysfonctionnements sur le plan urbain ou social. Cloisonnement des fonctions, absence de mixité sociale, éloignement des ménages des zones d'emploi, dépendance à la voiture individuelle. L'étalement urbain se poursuit encore aujourd'hui, expliqué par l'aspiration des ménages à la maison individuelle et par la valeur économique des terrains, de moins en moins chers au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville. Plus de 800 hectares sont consommés chaque année en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour produire du logement. Les impacts de cet étalement urbain et de cette artificialisation des sols sont majeurs. Atteinte à la biodiversité, amplification du ruissellement lors des pluies intenses, réchauffement climatique par les déplacements motorisés générés, réduction des terres agricoles. La poursuite de l'étalement de la ville n'est donc plus un mode de développement tenable et approprié aux enjeux écologiques actuels. Il y a pourtant d'autres façons de produire la ville et de concilier production de logements, mixité sociale, sobriété foncière et qualité du cadre de vie. Deux exemples dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse permettent d'illustrer par des approches très diversifiées comment la densité et la mixité peuvent être vecteurs de qualité urbaine. Nous sommes sur l'opération des Salins du Lion. C'est une opération construite en projet urbain partenarial qui a été pensée en 2014 et livrée entre 2020 et 2023. Une opération de 500 logements qui s'est installée là où, il y a quelques années, il y avait des gros entrepôts logistiques qui occupaient l'intégralité de cette parcelle de 7 hectares avec leur parking. Le quartier où nous sommes n'était pas vraiment un quartier et il avait très peu d'espace public. On était plutôt sur des rues, des routes et très peu d'espace commun. Le projet ici, qui est venu s'insérer dans un tissu urbain existant, a offert de nouveaux espaces publics, notamment des places, des promenades qui sont effectivement utilisées par les habitants de manière régulière. Ce site, il jouxte la zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique des Salins du Lion, qui est une propriété, une dépendance de l'aéroport, mais qui est une zone protégée au titre de son écologie. En fait, dès le départ, ce projet, il a intégré cette proximité. D'abord en améliorant l'interface entre la zone urbaine et la zone naturelle. Là, on a aménagé une promenade, un recul de la partie construite par rapport aux Salins et une promenade qui à la fois permet de mettre en spectacle en fait les Salins du Lion, mais aussi d'en proscrire l'accès depuis le quartier. On ne peut pas rentrer dans les Salins, on est obligé de contourner pour rentrer par un bout ou par l'autre. Globalement, c'est aussi la recomposition d'une trame verte à l'intérieur de ce quartier qui est venue un peu étendre l'espace naturel entre les bâtiments et venir faire une petite suture entre l'espace naturel et l'espace urbain. Alors ces nouveaux logements, la cible c'était vraiment de répondre aux besoins endogènes de Vitrolles, c'est-à-dire des logements plutôt petits pour des primo-accédants, pour des classes moyennes, pour des jeunes ménages, pour des personnes isolées. Bref, c'était vraiment l'enjeu de venir compléter le parc locatif, en particulier de Vitrolles, parce que c'est essentiellement un parc locatif qui est sorti de terre ici, social, intermédiaire et non social. Et globalement, ça répond bien aux attentes des habitants. Ce quartier, il est positionné dans une logique de trame verte qui permet de lutter contre les îlots de chaleur ou en tout cas de ne pas créer d'îlots de chaleur. Entre chaque bâtiment, entre chaque alignement de bâtiments, on a un espace vert assez généreux ou en tout cas un espace densément planté. La proximité de l'étang, le fait qu'on ait des couloirs de circulation d'air contribue aussi au rafraîchissement global du secteur. Les bâtiments eux-mêmes font la part belle aux logements traversants, aux logements exposés au sud ou au nord. On a globalement évité les orientations plein ouest et des dispositifs architecturaux, de brise-soleil sur les façades, de support
supports pour faire grimper des plantes qui permettent de maintenir une ambiance plus fraîche. Créer un pôle de commerce, un pôle de service dans un quartier qui en était un peu dénué, venir faire la suture entre deux quartiers, le quartier des Vignettes, vraiment au bord de l'étang, et le quartier appelé de quartier de la Gare, au-delà de la départementale 20. C'était vraiment ça les enjeux. On est pleinement satisfait de la place qu'a pris le secteur des Salins dans les quartiers des bords de l'étang. Nous sommes ici à Entraigue-sur-la-Sorgue sur l'opération du Carré Vert, opération de logement qui se trouve dans une commune en périphérie immédiate d'Avignon, commune assez attractive qui accueille notamment pas mal de jeunes familles ces dernières années. Ce quartier est en périphérie immédiate du centre-bourg, entouré de maisons individuelles. Il est dans un tissu pavillonnaire et il accueille aujourd'hui en fait 70 logements, 30 logements en social, 28 logements en accession libre et quelques logements en accession sociale. Plus 4 unités de bureaux qui accueillent des médecins. Ce projet a été construit en fait par un promoteur hors champ et par une maîtrise d'œuvre qui s'appelle Arpège. Le bailleur social, c'est La Poste. Il a reçu le label bâtiment durable méditerranéen, niveau argent. Et il a été labellisé 3 fois, une fois en conception, une fois en réalisation, une fois en usage. Ce projet a pris place sur un deux-tènements foncier qui était séparé par une petite venelle. Et le projet, dans le document d'urbanisme, a permis de développer une nouvelle rue qui a désenclavé le quartier. Donc le stationnement est organisé de manière perpendiculaire à la voirie et permet en fait de dégager toute la voirie des stationnements du coup depuis chaque logement. Les espaces ont été plantés de manière très généreuse avec des alignements d'arbres, des espèces méditerranéennes avec 5 strates. Le sol a été paillé pour conserver l'humidité du sol. Une nounou paysagère permet d'infiltrer les eaux de pluie. Comme la parcelle est assez fine, les proximités entre espace public et espace privé sont assez tendues à gérer. Donc effectivement, le projet a été très attentif à gérer cette interface entre espace public et espace privé. Il a pour cela utilisé plusieurs dispositifs, notamment les protections avec le végétal, les haies, ça peut être aussi des clôtures avec les ganivelles. Sur les étages, le projet a développé des terrasses au sud, mais ces terrasses elles sont protégées par des volets coulissants qui permettent de protéger l'intimité de chaque habitant. Une grande partie des logements sociaux sont traversants, ce qui permet la ventilation du logement en été et permet d'éviter les surchauds estivales, ce qui permet d'avoir plusieurs vues et de la lumière naturelle abondante dans le logement. Sur la partie sud, en fait, ce qui a été développé, c'est des grandes terrasses qui permettent de se protéger assez facilement d'un soleil qui est vertical et donc qui porte des grandes ombres, et donc avec un logement qui est protégé des surchauds estivales. Et on a limité les baies à l'est et à l'ouest, où en fait il est plus difficile de se protéger du soleil puisque le soleil arrive de manière horizontale. Pour les plus petits logements ou les logements sur les plots, lorsque la partie traversante n'est pas possible, les architectes ont veillé à avoir à chaque fois des appartements qui étaient bi-orientés, c'est-à-dire sur une orientation sud et est par exemple. Ces logements ont eu une performance énergétique calculée de 40 à 50 kW d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il a été construit avec des matériaux biosourcés, notamment de la ouate de cellulose. Ça permet d'éviter un impact carbone trop fort de la construction. Les façons d'habiter sont multiples et variées. Un logement où il fait bon vivre se définit non seulement par un confort d'usage et une architecture soignée, mais aussi par son intégration dans une vie de quartier dynamique. Il doit favoriser le bien vivre ensemble en se situant dans un espace urbain bien desservi, doté d'équipements et de services publics de qualité, tout en s'insérant harmonieusement dans son environnement. Privilégier des formes urbaines d'une certaine densité permet aussi de préserver nos espaces naturels. Sachant concilier densité et qualité urbaine pour construire une ville sobre, mixte, durable et où il fait bon vivre.